France 24, édition spéciale consacrée bien sûr à la guerre en Iran, avec à mes côtés Niagalé Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé. Et toujours Anne Corpet, chroniqueuse internationale ici même à France 24. Bonjour Anne. La guerre manifestement partie pour durer, si l'on en croit Donald Trump, en écho aux propos plutôt dans la journée du chef d'état-major interarmé américain. Les États-Unis ont les moyens de tenir. Écoutez. Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. Quoi qu'on ait pu dire aujourd'hui, oh, si le président veut agir très rapidement après cela, il va s'ennuyer. Je ne m'ennuie pas. Il n'y a rien d'ennuyeux dans tout cela. Oups. Mathieu Mabin est avec nous en direct. Mathieu, vous nous écoutez. Tenir, oui, mais combien de temps peut durer l'opération? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Vous nous entendez, Mathieu Mabin? Ah oui. Pardon, j'ai pas entendu votre question, Raphaël. On vient d'entendre Donald Trump évoquer la possibilité pour les États-Unis de tenir dans la durée. Mais combien de temps peut réellement durer cette opération? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que l'évocation d'une opération de 4 semaines par Donald Trump a pu semer le trouble chez les observateurs ici, puisque le secrétaire à la guerre, comme ça qu'on l'appelle désormais, Pete Hegseth, a bien formulé ce matin au Pentagone qu'il n'était pas question de présenter un calendrier. En clair, pour Dan Kane, le chef d'état-major des armées, l'opération se terminera quand le travail sera terminé, tout simplement. Donald Trump, qui s'est aussi exprimé aujourd'hui, on l'a vu, a recadrer un peu sa déclaration en 4 semaines en réalité au temps qu'il fallait pour anéantir l'outil de défense iranien. L'outil de défense ne se limite pas aux missiles balistiques, mais également aux infrastructures militaires iraniennes, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, il inclut les organigrammes, en clair, décapiter l'armée iranienne au sens propre. Maintenant, c'est vrai que dans les couloirs du Pentagone est entretenue une rumeur qui repose sur aucune déclaration franche, mais ce qui va bien avec l'ambiance générale d'ailleurs. Notez que pour avoir observé quelques opérations majeures américaines des 30 dernières années, je n'ai jamais vu les militaires américains aussi peu préoccupés par le narratif. On va en parler. On a affaire à une administration parfaitement décomplexée, en réalité, qui n'éprouve absolument pas le besoin de se décrire comme le camp du bien ou le camp du mal, comme autrefois. Et donc, oui, il y a une phase qui pourrait contraindre, sinon le Pentagone, au moins les agences satellites du Pentagone, et on pense évidemment à la CIA, les agences de renseignement américaines, à stimuler les oppositions armées iraniennes à l'intérieur du territoire, sur le terrain. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend qu'on entre dans la part la plus opaque de l'histoire et de l'opération en réalité. Mais oui, il existe aux frontières de l'Iran des groupes armés qui, leur venue, pourraient bénéficier d'un soutien décisif, un soutien militaire américain et pas seulement par les airs. Oui, d'autant que Donald Trump n'exclut pas, il a dit d'envoyer des troupes au sol, Mathieu. Oui, alors c'est évidemment tout le sujet ici et ça relève quasiment du sujet tabou. Il y a une réalité, c'est que la politique interventionniste des administrations précédentes entre 2001 et 2016 notamment a laissé des traces, bien sûr, des traces politiques. Et rappelons-nous qu'il y avait déjà un terreau hostile aux guerres lointaines dont les racines plongent dans les rizières du Vietnam, si vous me pardonnez la métaphore. Et paradoxalement, Donald Trump, tout républicain qu'il est sans doute l'homme politique américain qui incarne le plus ce courant. Une guerre qui dure, c'est une guerre qui coûte, tout simplement. Et dans son discours, chaque vie américaine compte également. Ensuite, l'opinion américaine, on l'a dit, n'est pas particulièrement enthousiaste face à une nouvelle guerre américaine loin de ses frontières. Mais attention, s'il y a bien un sentiment qui transcende les partis ici, démocrates ou républicains, c'est celui de l'Amérique qui gagne et qui renverse les tyrans. Ça marche toujours. Tous les actifs de ce pays regardent l'Iran comme le
mal absolu depuis leur enfance. Si Donald Trump donne au monde un moyen, à moyen terme, et surtout au Moyen-Orient, un espace libéré d'une arme nucléaire islamiste, libéré du Hezbollah et de tous les proxys de la région, pour faire simple, du Yémen à l'Irak et jusqu'à la Syrie, et encore une fois, à la stricte condition que cela n'impacte pas trop l'économie américaine, alors on voit mal comment l'opinion pourrait lui reprocher l'intervention. Nyagale Bagayoko, des boots on the ground, hein, comme disaient les Américains, ce serait un événement majeur depuis le piteux retrait d'Afghanistan. Il y a 4 ans et demi, hein, déjà. Oui, absolument, d'autant plus que c'est Donald Trump qui a organisé ce retrait initialement et qu'on l'en a plutôt su gré à l'époque. Il faut se souvenir que, outre l'Afghanistan, il y a eu la Somalie également, où il y a eu de forts traumatismes lors de déploiements au sol de soldats américains. Dans les années 90. Dans les années 90, hein, il n'y en a plus depuis d'ailleurs d'intervention américaine sur le continent africain. Donc oui, ce serait absolument une avancée et un changement absolument majeur par rapport au discours qui a été tenu électoralement par Donald Trump, qui s'était engagé à mettre un terme à toutes ces aventures telles qu'il les qualifiait, qui avaient été décidées par ses prédécesseurs, pas seulement bien entendu Barack Obama, mais aussi George Bush. Et ce qui risque de se dessiner quand même, je pense, c'est une fracture au sein même du monde MAGA entre ceux qui restent America Great Again, ce à quoi une telle intervention pourrait contribuer, contre ceux qui vont dire America First, avant tout. America First, ce slogan, Anne Corpet, qui visait précisément à conjurer toute guerre sans fin ou toute guerre visant à répandre la démocratie à travers le monde. Or, c'est précisément l'inverse qu'est en train de faire en ce moment Donald Trump. Oui, c'est vraiment le paradoxe. Donald Trump s'était présenté comme le candidat anti-guerre et, disons, dans l'ère moderne, il n'y a jamais eu de président américain qui n'ait frappé autant de pays, 7 pays en un an, c'est plus que pendant tout le mandat de Joe Biden, dont 3, l'Iran, le Nigeria et le Venezuela, qui ne menaçaient pas directement les Américains. Alors, le sondage qui a été sorti hier, commandé par Reuters, le montre. Il y a seulement 27% des Américains qui soutiennent l'opération actuellement menée en Iran. 43% y sont opposés. D'ailleurs, J.D. Vance et Pete Hegseth semblent beaucoup plus conscients du risque induit par cette opinion publique que Donald Trump lui-même. J.D. Vance, la semaine dernière, disait qu'il n'était pas question d'une guerre interminable. Pete Hegseth, cet après-midi, disait qu'il n'était pas question de guerre pour un changement de régime, que c'était au peuple iranien de saisir l'opportunité qui lui était offerte. Et puis Hegseth a aussi joué de sa propre expérience, puisqu'il a été déployé en Irak, et il a dit « mais ça n'a rien à voir, nous on a une mission claire et décisive, pas de guerre éternelle, et surtout pas d'objectifs politiquement corrects comme restaurer reconstruire la démocratie. » Donc un discours qui vise à montrer que c'est bien toute la puissance américaine qui agit pour un résultat plutôt rapide. Enfin ça, c'est le discours de Pete Hegseth et de J.D. Vance. Mathieu, on a eu l'illustration de ces deux lignes cet après-midi. D'un côté, Donald Trump et son chef d'état-major interarmé, Dan Kane, qui parle d'un engagement nécessaire dont on comprend qu'il pourrait durer plus que les 4 à 5 semaines évoquées hier. Et puis de l'autre, Anne Corpet vient de le dire, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, qui cherche lui absolument à rassurer l'opinion publique américaine sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une guerre sans fin, à l'image de l'Irak, où, faut-il le rappeler, des soldats américains sont toujours stationnés à l'heure actuelle. C'est une manière de parler à tous les Américains. Oui, alors, oui, toujours, mais en réalité, la comparaison est
le mot qui me vient est un mot d'argot, mais la comparaison n'est sans doute pas bonne. C'est-à-dire que si on part du cas de l'Irak en 2003, par exemple, pour le comparer à la situation d'aujourd'hui, comme le point de départ est mauvais, il y a des chances pour que l'analyse à la fin soit également mauvaise. C'est vrai que Pete Hegseth aime comparer les engagements du moment, ceux qui sont commandés par le commandant en chef, par Donald Trump, et mis en œuvre par le Pentagone et les agences américaines. Il aime les comparer à celles qui ont été engagées par les précédentes administrations pour souligner évidemment l'efficacité redoutable de cette nouvelle administration. Bien sûr, il y a le Venezuela, très proche de nous. Cette opération, c'est vrai, absolument rocambolesque et techniquement saluée par tous les experts de la planète comme une opération à zéro mort qui a eu un effet absolument déterminant sur une nation complète. C'est ça la philosophie de Pete Hegseth, c'est celle qu'il célèbre en tout cas, et même s'il fait des comparaisons avec son propre passé, on l'a effectivement entendu rappeler qu'il était un ancien combattant, qu'il avait porté ce pactage lourd dans des missions et des guerres interminables qui s'étaient traduits par concrètement des défaites aussi économiques que politiques et militaires. On pense notamment à l'évacuation scabreuse de Kaboul qui reste extrêmement présente dans les mémoires ici, c'est le contre-exemple absolu. La description qui est faite par le Pentagone comme par les communicants de la Maison-Blanche de l'opération en cours, ce sera une opération brève, une opération massive, dont l'objectif est de produire des effets immédiats et mesurables. Maintenant, on en est à jour 2 de l'opération. On sait à quel point l'opération peut déraper par un embrasement général de la situation de la région. Oui. Et donc, effectivement, tous les yeux sont braqués sur cette question. Le fait qu'un 4e soldat américain soit déclaré mort en l'espace de seulement 2 jours, ça fait réagir aux États-Unis ? Oui, toujours, mais la mort des Boys produit généralement une réaction en 2 temps. La première offre le spectacle, généralement, le premier temps offre le spectacle d'une nation dont la cohésion se resserre autour du sacrifice de ses enfants et l'effet immédiat profite généralement au commandant en chef, c'est-à-dire au président en exercice. Maintenant, selon la nature de l'engagement et surtout selon ses résultats, il y a un effet rebond. Il va falloir qu'il y ait des résultats et des résultats positifs en clair. Si on veut prendre quelques exemples historiques, encore une fois, les morts américains en Libye par exemple, qu'on oublie souvent, sont toujours imputés et reprochés de manière très lourde, très brutale par le camp républicain, disons-le, à Hillary Clinton par exemple. Et la mort des soldats américains lors de l'évacuation de Kaboul que j'évoquais à l'instant est toujours reprochée de manière très sévère à Joe Biden. Roosevelt, lui, ne s'est jamais fait reprocher les centaines de milliers de soldats qui sont jamais rentrés d'Europe ou du Pacifique. Merci Mathieu Mabin qui était avec nous en direct de Washington pour France 24. Anne Corpet, depuis 2 jours maintenant, Donald Trump parle de menaces imminentes pour justifier l'engagement militaire américain. L'Iran, par ses missiles et son potentiel nucléaire, présente un danger direct pour les États-Unis ? Loin d'être imminent, en tout cas. D'après un rapport parlementaire américain de 2025, la portée actuelle des missiles iraniens, c'est 3000 km, donc bien loin des côtes américaines. Et l'agence de renseignement de l'administration de Donald Trump estime qu'il faudra une dizaine d'années pour que Téhéran parvienne à détenir, à fabriquer des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Mais ce qu'a expliqué Donald Trump cet après-midi, c'était que au-delà de la menace imminente, soi-disant, en tout cas prochaine pour les États-Unis, c'était que ce programme balistique était destiné à faire bouclier pour protéger un programme nucléaire qui était en passe de reprendre et qui, lui, serait impossible à arrêter avec ce bouclier de missiles. Il a même assuré que s'il n'avait pas sorti les États-Unis de l'accord du nucléaire de 2015, l'Iran aurait déjà l'arme nucléaire depuis 3 ans. Bon, c'est là aussi totalement fantaisiste. Alors Donald Trump, finalement, est sommé depuis le lancement de l'offensive de s'expliquer sur les buts de guerre. Il a tenté de le faire cet après-midi avec le programme de missiles, avec le programme nucléaire, avec aussi les navires et les proxys, oui. La capacité de déstabilisation régionale de l'Iran.
En réalité, il semblerait surtout qu'il y ait une forme d'opportunité devant la faiblesse actuelle du régime et la volonté inébranlable de Benjamin Netanyahou de mettre à terre cet ennemi irréductible d'Israël. En juillet dernier, Donald Trump avait stoppé l'offensive israélienne et américaine au 12e jour. Il avait stoppé la main de Benjamin Netanyahou, qui avait fait décoller d'ailleurs des avions. Vous comprenez cette fois-ci qu'il est décidé justement de mener cette opération Niagale Bagayoko, Donald Trump? Moi, je pense que le précédent vénézuélien a forcément pesé dans la décision qui a été prise. Il y a aussi l'idée selon laquelle une victoire sur ce théâtre réputé tellement complexe lui rapporterait un gain en termes électoraux, notamment pour les élections des mi-termes. Mais, comme on l'a indiqué précédemment, cela est loin d'être acquis dans l'opinion. Quand on voit les réactions sur les différentes chaînes américaines, y compris sur Fox News, il y a quand même une grande prudence avant de célébrer la position prise par le président américain, qui a utilisé un argument aussi supplémentaire, c'est celui du risque terroriste, c'est-à-dire qu'il présente aussi la lutte contre l'Iran comme une façon de mettre un terme à cette menace existentielle par des moyens terroristes utilisés par un État qui est qualifié comme tel, comme le plus grand État terroriste du monde. Oui, or aujourd'hui, les gardiens de la Révolution ont dit que plus jamais les États-Unis ne seraient hors de danger, qu'ils seraient en permanence sous le danger désormais. Exactement. C'est une menace terroriste explicite d'après vous, qui est formulée aujourd'hui par les gardiens de la Révolution iraniens? C'est une menace multidimensionnelle. Quand on voit qu'ils s'en sont pris aux bases, qu'ils ont cherché à s'en prendre en tout cas aux bases américaines dans tout le golfe Persique, c'est l'une des menaces qui est en effet brandie. Mais on ne peut pas exclure totalement, effectivement, que l'instrument terroriste soit utilisé de nouveau. On sait que l'Iran l'a utilisé, y compris contre la France, d'ailleurs. Donc oui, ça peut faire partie des instruments mobilisés. Ça veut dire aussi que, Anne Corpin, il ne faut pas s'illusionner sur le fait que les gardiens de la Révolution puissent être une solution politique à cette crise. D'aucuns affirment que Donald Trump pourrait être tenté, un peu à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela, de négocier avec des éléments du régime. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les gardiens de la Révolution apparaissent à la fois comme non religieux, mais détenant les clés du pouvoir. Il l'a dit hier, Donald Trump, qu'il pouvait négocier. Il appelait presque déjà les nouvelles autorités à négocier. Et c'est vrai qu'il est pris dans une forme d'hubris, comme un enfant fasciné par la puissance de son armée après ce succès au Venezuela. D'ailleurs, il faut entendre les termes qu'il a employés quand il a évoqué aujourd'hui, dans une interview à CNN, cette offensive contre l'Iran. Il a dit on est en train de leur mettre une raclée et puis la plus grosse vague n'est pas arrivée, mais vous allez voir, ça va être pour bientôt. Enfin, il est vraiment dans ce truc de toute puissance et de jouissance devant l'exercice de cette toute puissance, et il semble prêt à négocier avec n'importe qui, du moment qu'il peut afficher un succès, ne serait-ce que symbolique, comme au Venezuela. Alors, il a eu la tête du guide suprême, c'est déjà une belle affaire, comme il a kidnappé Maduro, mais faut pas penser que le pouvoir, les gardiens de la Révolution en particulier, se soumettront à la bonne volonté américaine, comme semble le faire les membres de ce qui reste du régime de Maduro au Venezuela, parce qu'il y a une dimension religieuse et symbolique dans le fait d'avoir tué le guide suprême, qui n'existe pas au Venezuela. D'ailleurs, il avait fait aussi tuer Qassem Soleimani, qui était le chef de la force Al-Quds, qui était la capacité de projection à l'étranger des gardiens de la Révolution, qui n'ont sans doute pas oublié. En fait, il me semble que
la question qui se pose, et c'est peut-être là qu'il y a une divergence entre les États-Unis et Israël, c'est que Israël cherche un changement de régime, alors que les États-Unis cherchent plutôt peut-être un changement à l'intérieur du régime. Parce qu'on est face, en Iran, à un pouvoir qui a plusieurs têtes. Alors évidemment, c'est le guide suprême qui était à la fois une autorité politique et spirituelle qui a été éliminée, mais au sein même des gardiens de la Révolution, il y a plusieurs types d'acteurs, plusieurs types de générations. Il y a ceux qui se sont particulièrement enrichis, ceux qui font partie de la première génération de la Révolution elle-même, ceux qui ont participé à la guerre en Syrie. Il y a aussi le rôle des conscrits qui jouent un rôle très important. Et n'oublions pas que l'armée est une entité différente de celle des gardiens de la Révolution. Il y a aussi une tentative pour désorganiser les forces de police. Donc on voit très bien que c'est peut-être à la recomposition de toutes ces composantes que cherche à aboutir finalement Donald Trump en essayant par ailleurs de mobiliser la population de nouveau à l'appui de changements en cours. On peut imaginer une stabilisation de la situation sans changement de régime qui satisferait aussi les intérêts israéliens ? Anne Corpet. Alors, moi, je pense que les Israéliens veulent en finir avec le régime. Benjamin Netanyahou a été assez clair là-dessus. Le problème, quand Donald Trump dit qu'il veut négocier avec d'éventuels interlocuteurs iraniens, c'est qu'il a déjà trahi à plusieurs reprises les Iraniens. Il les a trahis en sortant de l'accord sur le nucléaire en 2018. Il les a trahis en juin dernier quand il a frappé l'Iran alors qu'une session de négociations sur le nucléaire était prévue dans les jours suivants. Il les a trahis à nouveau, là, en tapant, alors même que rendez-vous était donné pour des discussions techniques sur le nucléaire. Et il a trahi aussi le peuple iranien en les invitant, en janvier dernier, à descendre dans la rue et en leur disant « l'aide est en route ». Et on a entendu de nombreux témoignages d'Iraniens qui sont sortis dans la rue à l'appel du président Donald Trump et qui ont ensuite été interpellés, voire assassinés par le pouvoir iranien. Donc je vois mal les Iraniens s'engager dans des négociations avec Donald Trump. Et il est clair que pour Israël, l'objectif, c'est d'éradiquer la menace existentielle que représente l'Iran pour Israël. Ça veut dire que le rendez-vous, il est dans 4 semaines, 1 mois, quand les Américains commenceront à parler des engagements et que les Israéliens voudront poursuivre, Nyagale Bagayoko ? Oui, et n'oublions pas le rôle des autres États de la région qui se sont trouvés face à une surprise qui leur a démontré, d'une part, que les tentatives de rapprochement qu'ils avaient tentées avec l'Iran étaient non pertinentes, et d'autre part, qu'ils se sont heurtés aussi aux limites de la protection américaine et qui aujourd'hui redoutent un effondrement du régime. Oui. Donc il y a effectivement, bien sûr, la position israélienne qui, elle, est extrêmement claire, mais la position que vont prendre ces autres États arabes va être aussi extrêmement importante. On va se retrouver aussi peut-être avec une fracture entre sunnisme et chiisme, parce que c'est aussi une des données fondamentales de la crise actuelle. Merci beaucoup Nyagale Bagayoko. Anne Corpet, c'en est fini de cette demi-heure d'édition spéciale qui se poursuit néanmoins puisqu'on continue à parler Iran dans un instant. Restez avec nous.